merci Renaud d'avoir accepté de faire ce séminaire pour nous autour du calcul quantique. Donc très rapidement, je vais t'introduire et puis je te laisse la parole pour faire la présentation. Donc Renaud est chargé de recherche à l'INRIA au sein du laboratoire méthode formelle dans l'équipe QUAX, donc structure de calcul quantique. Son travail se concentre sur les méthodes formelles pour le calcul quantique qui se basent principalement sur les langages graphiques. Il est responsable du GT IQ, informatique quantique, qui fait partie du GDR IFM. Il participe à plusieurs projets nationaux comme le PEPR EPIC, le projet HQI, le projet TAC et puis le projet européen HPCQS. Voilà. À toi, Renaud, pour la présentation. Très bien. J'ai essayé de faire une vue un peu globale de l'informatique quantique, pourquoi on s'y intéresse et quelles sont les questions qui nous animent dans notre pan de la recherche. Parce que vous allez voir, la recherche en informatique quantique, c'est très vaste. Et nous, dans l'équipe, au LMF, on est beaucoup intéressés sur des problèmes de méthode formelle, comment prouver que les programmes qu'on écrit sont justes, essentiellement. Alors, on va commencer avec quelque chose qui ne marche pas. Hop, voilà. Donc, je vais introduire la chose tout simplement en donnant quelques milestones qui ont été atteintes en informatique quantique. Donc, l'informatique quantique, en fait, elle naît dans les années 80, dans ces eaux-là, avec notamment Benioff qui a commencé à créer des modèles de calcul qui se basent sur l'informatique quantique, qui n'allait pas encore très loin à l'époque, mais c'était voilà, premier pas dans cette direction. Et dans ces eaux-là, il y a notamment Feynman qui a le premier émis l'idée d'utiliser des ordinateurs qui utilisent de la physique non classique, de la physique quantique, justement pour simuler des systèmes quantiques. Donc déjà à l'époque, il s'était rendu compte que en fait, l'informatique classique ne serait jamais suffisamment puissante pour simuler efficacement des systèmes quantiques. Et donc déjà, à ce moment-là, voilà, il proposait l'idée d'un ordinateur quantique pour pouvoir faire ce genre de simulation. Côté plus informatique, 2 ans plus tard, toujours dans les années 80, on a eu le premier protocole quantique, le premier protocole cryptographique quantique, qui permet essentiellement de s'échanger des clés secrètes. Alors, le premier protocole est assez simple, il y a plein de suppositions, disons, qui sont ensuite gérées par des protocoles un peu plus puissants qui sont arrivés plus tard après, mais voilà, c'est le premier protocole cryptographique qui est apparu. Et alors, la vraie révolution, donc il y a eu plusieurs petits exemples d'algorithmes quantiques qui sont apparus, mais il n'y avait rien qui permettait d'avoir vraiment un gain substantiel en faisant du quantique. Le premier, il arrive avec Shor. Shor qui définit un algorithme qui permet de faire de la factorisation de nombres en nombres premiers. Ça de façon très très rapide, en fait, de façon exponentiellement plus rapide que ce qu'on sait faire classiquement. Et on va voir dans la suite que ça peut poser certains problèmes. Un peu plus récemment, on a notamment HHL, sur lequel je reviendrai un peu par la suite aussi, qui est un solveur d'équations linéaires, de système d'équations linéaires, qui à nouveau permet un gain exponentiel par rapport au classique, mais avec pas mal de conditions sur ce qu'on peut faire. J'en parlerai un peu plus dans la suite. Donc ça, c'est en termes d'informatique, niveau hardware, niveau de ce qu'on est capable de créer. Pour l'instant, donc il y a un landscape assez large. Et on a des gros acteurs comme IBM, il y a Amazon qui s'y est mis, Google qui crée des ordinateurs quantiques. On a aussi pas mal de startups, notamment sur le plateau, on en a déjà 2, Pascal et Candela. Donc aujourd'hui, très récemment, on nous a annoncé des ordinateurs quantiques avec de l'ordre du millier de qubits, donc de qubits quantiques, qui sont encore très peu robustes, donc très sujets au bruit. Et on nous annonce
que voilà, dans les années qui arrivent, on va pouvoir augmenter ce nombre de qubits et essayer d'atteindre le plus vite possible, en tout cas, l'ordinateur quantique universel. Donc là, en 2026, 10 000 qubits, je crois que ça, c'est une annonce qui avait été faite par Pascal, donc une des deux startups du plateau. Donc voilà, pour brosser très rapidement, quelques milestones en informatique quantique, je vais maintenant passer sur quelques notions dont on a besoin pour parler de quantique. Donc on a toujours les bits classiques, en fait, le 0 et le 1. Ça va être des cas particuliers des qubits quantiques, qu'on va ici représenter par en fait, des états dans un espace vectoriel de dimensions. Donc 0 et 1, en fait, ça va être les états de la base canonique sur ces deux. Donc 0, qu'on écrit avec cette petite notation-là qu'on appelle ket, c'est simplement le vecteur 1, 0, et ket 1, ça va être le vecteur 0, 1. Donc la raison pour laquelle on prend cette notation vectorielle, c'est parce qu'en fait, quand on passe au quantique, le côté quantique apparaît comme parce qu'on peut faire des combinaisons linéaires de ces deux états classiques, ce qu'on appelle une superposition. Si vous avez entendu le terme superposition quantique, c'est ça. C'est le fait qu'un état quantique, il n'est pas seulement dans l'état 0 ou 1, il est dans une superposition de ces deux états, avec alpha et bêta ici, qui sont des nombres complexes. Et du coup, on peut représenter l'état de ce qubit par un vecteur dans un espace à deux dimensions, tout simplement. Et alors, à quoi elles correspondent ces deux valeurs, alpha et bêta? En fait, elles ont une substance physique qui est que donc c'est des amplitudes qui correspondent à des probabilités. Si j'ai un état alpha-bêta comme ça, et que je le mesure, donc là je vais en fait perturber un peu le système en faisant la mesure. Et ce qui va se passer, c'est que l'état va collapser sur soit l'état 0, soit l'état 1. Donc en fait, en faisant cette perturbation, j'ai changé l'état du vecteur lui-même. Il va s'être transformé en soit ket 0, donc le vecteur 1, 0, soit ket 1, le vecteur 0, 1. Et la probabilité pour les 0 ou 1, en fait, est donnée par le module au carré des éléments alpha bêta. Donc, en fait, ce que je n'ai pas précisé ici, parce qu'en fait, on va l'oublier assez rapidement dans la suite, mais si on veut vraiment que notre état alpha bêta ici soit un état quantique, il faut que la norme d'alpha carré plus la norme de bêta carré soit égale à 1. Il faut que ce soit évidemment des probabilités. Ok, donc ça, c'est ce qui nous est donné par les postulats de la mécanique quantique, en fait. Un autre postulat de la mécanique quantique, c'est le fait que si on a un système qui est complètement isolé, donc qui n'interagit pas du tout avec l'extérieur, cet état il va évoluer de façon unitaire. C'est juste de l'algèbre linéaire, d'accord. L'unitarité ici, c'est simplement le fait que si je prends la matrice transposée conjuguée, d'accord, en fait, c'est l'inverse de la matrice de base. C'est une généralisation de l'orthogonalité pour les nombres complexes. Et donc voilà, ce que dit ce postulat de la mécanique quantique, c'est que si mon système est complètement isolé et que je commence avec un état psi 0, après un certain temps, si je le laisse évoluer, il va être dans un état psi 1 qui va être U fois psi 0, avec U qui est unique. Okay. Donc un exemple d'une opération unitaire, c'est la matrice Hadamard, qu'on appelle H, qui va revenir assez souvent dans la présentation. On appelle parfois le lancer de pièces quantiques, quantum coin toss, parce que ça met 0 et 1 dans une superposition de 0 et de 1, justement, mais de façon unitaire, donc de façon quantique. D'ailleurs, ce lancer de pièces quantiques, je vais l'utiliser ici pour essayer de vous refaire sentir la différence entre probabiliste et quantique. Parce qu'en fait, quand on fait des mesures, ce qu'on obtient, c'est quelque chose de probabiliste, c'est un résultat qui est probabiliste. Mais avant de faire les mesures, tout est quantique et il y a vraiment une différence entre quantique et probabiliste. Et c'est ça que j'ai envie de faire sentir ici. Donc le setup, il est assez simple. J'ai deux portes Hadamard à la suite. D'accord, donc c'est ces deux boîtes H. Et je vais faire une mesure à la fin.
Et la différence entre les deux setups, c'est que entre les deux portes Hadamard, sur le premier cas, j'ai mis une mesure, dans le deuxième cas, j'ai rien fait. Donc on peut regarder ce qui se passe. Donc quand on applique la porte Hadamard ici, on se retrouve avec l'état 0 plus 1, normalisé. D'accord. Donc cette matrice H, on peut regarder ici. C'est la première colonne, on envoie 0 sur 0 plus 1. Donc j'ai ça ici. Ensuite, je fais une mesure. Donc 0 et 1, ils ont une même amplitude. Donc en fait, la probabilité de trouver 0 ou 1 va être 50-50. Et après, ces 0 et 1, je peux les revoir comme des qubits. Donc des états classiques mais plongés dans le monde quantique. Donc je peux réappliquer la porte Hadamard dessus, si j'ai envie. Dans chacun des cas, on peut regarder ce qui se passe. Dans le premier cas, on a 0 plus 1. Dans l'autre cas, on a 0 moins 1. Tous les deux avec 50% de chance. Et si je refais une mesure, tout va être équiprobable. Et donc, je vais avoir 0 avec 50% de chance et 1 avec 50% de chance. Donc là, on peut complètement mixer les probabilités. On se retrouve avec quelque chose qui perd toute l'information qu'on avait au départ. Dans le deuxième setup, au début, c'est pareil. On applique la porte Hadamard sur 0, donc on se retrouve avec 0 plus 1. Et ensuite, on va directement appliquer la deuxième porte Hadamard. Donc par linéarité, on peut appliquer en fait la porte Hadamard sur 0, la porte Hadamard sur 1, et faire la somme du résultat des deux. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a ce moins 1 qui est traîné dans la matrice d'Hadamard, qui se retrouve ici. Et vous allez voir, si vous faites la somme, qu'en fait, les deux quêtes 0 vont se sommer, et les deux quêtes 1 vont s'annuler. Donc là, on a ce qu'on appelle de l'interférence. On peut avoir deux chemins, entre guillemets, qui peuvent mener à quête 1, mais qui vont s'annuler, parce qu'on peut avoir, c'est ça qui est hautement non probabiliste, on peut avoir des amplitudes négatives. Et donc, au final, on se retrouve avec juste quête 0, avec 100% de chance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'interférence au milieu qui a complètement anéanti les façons d'obtenir quête 1. Donc là, en fait, j'ai même utilisé quelque chose qui est assez connu, c'est le fait que Hadamard, la porte d'Hadamard, elle est involutive. Donc si je mets 2 Hadamard à la suite, j'ai juste l'identité. Donc en fait, ça, j'aurais pu m'en rendre compte très rapidement. Je suis parti de quête 0, et en fait, j'ai juste fait une mesure directe. Donc ça, on va revoir ça un peu dans la suite, à nouveau. Donc ça, c'est pour un qubit. Quand on a des systèmes plus larges, l'opération qu'on utilise pour représenter l'état qu'on obtient, c'est le produit de Kronecker quand on est en dimension finie, le produit tensoriel de façon plus générale. Le produit de Kronecker, sur des matrices, il est assez simple. On prend les éléments de la matrice A, donc si je fais A tenseur B ou A Kronecker B, on prend les éléments de la matrice A et pour chacun, on le multiplie par toute la matrice B. Donc on obtient une grosse matrice par bloc. Donc, par exemple, si je prends quête 0 et quête 1, on met en tenseur, on voit assez rapidement qu'on obtient ce vecteur-là, le vecteur 0, 1, 0, 0. Okay. Et de façon plus générale, si j'augmente le nombre de qubits, quand on a un état sur n qubits, on va se retrouver avec un vecteur à 2 puissance n dimensions. Donc voilà, on a une explosion exponentielle du nombre de données classiques dont on a besoin pour encoder un vecteur, un état quantique, et c'est entre autres ça qui rend la simulation d'effets quantiques par du classique très compliquée. Et alors à nouveau, comme pour le cas 1 qubit, en fait, on peut faire n'importe quelle combinaison linéaire de tous les états classiques. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et donc de la même façon pour 2 puissance n, quand on a n qubits. Voilà, et donc il y a un terme que vous avez peut-être déjà entendu, qui est celui de l'intrication. C'est en anglais entanglement. C'est exactement le fait qu'un état, parfois, ne peut pas être décomposé comme le produit tensoriel de deux états, de plus petits états. Donc ça veut dire qu'on a un état sur plusieurs qubits qui est tel que si je fais quelque chose à un des qubits, ça va affecter tout l'état et non pas seulement localement la partie de l'état qui se trouve sur ce qubit. Ok, alors quelques petits exemples. Donc, on a déjà vu la matrice d'Hadamard qui est unitaire.
Si vous voulez faire le calcul, vous pouvez regarder que si vous faites cette matrice-là fois la transposée de sa conjuguée, on obtient l'identité. En l'occurrence, la conjuguée, c'est elle-même, puisque celle-ci se trouve être complètement réelle. On peut créer, donc, quête 0 et quête 1 forment une base de ces deux, mais c'est évidemment pas la seule. Un continuum, mais c'est la base canonique. On a une deuxième base qu'on utilise assez fréquemment, qui est la base plus-moins, qu'on obtient simplement par changement de base, justement, grâce à la matrice d'Adamar. Donc, quête plus, ça va être Adamar appliqué à 0, donc c'est 0 plus 1 en fait. Et quête moins, c'est la matrice d'Adamar appliquée à quête 1, donc 0 moins 1. Et ces deux-là, à nouveau, sont orthogonaux. Voilà, ça je redis ce que j'ai dit. Il y a un état quantique qui est assez connu, qui s'appelle l'état EPR, qui est l'état 0, 0 plus 1, 1, qui est l'état le plus simple qu'on peut exhiber et qui montre de l'intrication, justement. Ça, c'est pas un état qu'on peut décomposer comme un état sur un qubit, tenseur, un état sur un autre qubit. Ok, un petit exemple de calcul qui peut se passer quand on fait un calcul quantique, alors là, c'est très simple, c'est sur seulement 2 qubits. C'est appliquer la matrice de la transformée de Fourier quantique sur l'état 0+. Ça va simplement être une composition de matrice habituelle. Et on obtient à la fin quelque chose qui ressemble à ça là-haut, où si on fait une mesure, on va se retrouver avec 0 dans 50% des cas, 0,1 dans 25% des cas, 1,1 dans 25% des cas, et on ne trouvera jamais un 0. Voilà. Ça, c'est quelques petits exemples pour montrer un peu matriciellement ce qu'on fait. Alors, en fait, si on reste en termes algébriques, il y a plein de choses un peu ennuyeuses, un peu de bureaucratie inutile qu'on se retrouve à devoir faire, à devoir gérer. Donc celle-là, elle est assez évidente, c'est le fait que l'identité, c'est un élément neutre pour le produit. Donc si je fais l'identité fois un rond A, c'est la même chose que A, c'est la même chose que A rond identité. Un autre exemple, qui est beaucoup moins trivial celui-là, c'est un exemple qui permet de mixer les deux compositions qu'on a, le produit tensoriel et la composition de matrice. Donc là, c'est quelque chose qui peut arriver n'importe quand si C et A sont composables et si D et B sont composables de cette façon. Ok, on peut trouver d'autres exemples comme le fait que le swap, c'est une matrice particulière qu'on appelle le swap, qui est telle que si on l'applique à A tenseur B, ça va inverser l'ordre de A et B. Donc on va faire B tenseur A, on swap. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu dures à manipuler, voire même à conceptualiser si on reste au niveau algébrique. Par contre, si on réfléchit à ce que sont censées être ces deux compositions, le rond et le tenseur, on peut arriver à un système qui est un peu plus intuitif. Notamment, donc si on comprend que la composition habituelle de matrice, c'est une composition séquentielle où on prend le résultat de A pour le donner en entrée de B. Et si on prend le produit tensoriel comme étant le fait de mettre deux choses côte à côte, d'avoir deux programmes côte à côte qui n'interagissent pas, qui tournent en parallèle, et là on peut trouver une interprétation graphique à ça. Donc en fait, l'interprétation graphique, ça va être vraiment ça, le fait que A et B, B rond A, c'est une composition séquentielle de A et B, et que A tenseur B, c'est une composition spatiale de A et B. Et à ce moment-là, l'identité, c'est simplement un fil, et le swap, c'est deux fils qui s'échangent. Et donc à ce moment-là, les équations qu'on a au-dessus, elles deviennent énormément plus simples. Celle-ci, ça devient même une tautologie, en fait. D'accord, dire A égale identité rond A, ça veut juste dire que je vais coller l'identité, qui est un simple fil, en entrée de A, en sortie de A. Ce qui ne change rien à sa représentation. La deuxième équation, c'est aussi une tautologie. On est juste en train de dire qu'on a cette opération-là qui se passe. On a deux façons algébriquement de la représenter, mais en fait, graphiquement, c'est une seule chose. Et ça permet notamment de montrer que si on a deux opérations qui agissent sur deux morceaux de registre complètement séparés, l'ordre dans lequel on les applique n'importe où.
Et bah, là, le swap, ça revient simplement à dire en effet qu'on peut un peu déformer le diagramme et faire glisser A le long du swap et glisser B le long du swap pour obtenir ça. Ok, donc ça m'amène à en fait une représentation que j'avais déjà un peu utilisée, qui est celle des circuits quantiques. Donc le fait qu'on a de l'unitarité, ça implique notamment qu'on a de la réversibilité. Toute la partie unitaire en fait est réversible. Et du coup, pour définir des circuits quantiques, on peut déjà piocher dans ce qui est fait classiquement, dans le calcul réversible notamment. Et à ce niveau-là, on a déjà quelques portes qui existent, notamment donc, la porte nom, porte CNOT, porte Toffoli, la contrôle note. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'il faut, ce n'est pas très important. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir du quantique. Pour avoir du quantique, il faut commencer à rajouter la possibilité d'avoir des nombres complexes, de rajouter des phases, d'une part, et la possibilité de faire des superpositions. Et ça, c'est la porte Hadamard qui fait ça. Et donc avec ça, on peut créer en fait des circuits quantiques. Donc ça va être une représentation opérationnelle de ce qui se passe dans un coprocesseur quantique. Ça va être une succession de portes logiques quantiques qu'on applique à des données quantiques. Ok, on peut aller un peu plus loin, on peut rajouter l'initialisation de qubits. Ça, c'est le fait de créer un état dans l'état 0, un qubit dans l'état 0. On peut représenter comme ça. Et la mesure, on peut la représenter aussi. Algébriquement, c'est un peu plus compliqué à manipuler, mais ça se fait quand même très bien. Et donc avec ça, on peut commencer à définir des protocoles, comme la téléportation quantique, qu'on peut représenter ici. C'est un bel exemple parce qu'il y a des initialisations de qubits, il y a des mesures, il y a même des corrections qui sont appliquées après mesures classiques. C'est un exemple fun à donner. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est parce que je prends trop de temps. Voilà. Donc, de façon générale, en fait, un calcul quantique, tel qu'on l'envisage pour l'instant en tout cas, c'est beaucoup un jeu de ping-pong en fait, entre le classique et le quantique. C'est-à-dire que classiquement, on va écrire un programme qui va générer des circuits quantiques. Le circuit quantique, ensuite, on va le laisser au QPU. On va lui dire, OK, crée-moi l'état 0000 et applique ce circuit quantique dessus et donne-moi le résultat de la mesure de tout ça à la fin. Et donc là, suivant l'algorithme qu'on utilise, soit le côté classique est content, il a fait ce qu'il avait à faire, soit il va modifier son circuit en fonction du résultat qu'il obtient, redonner ça au quantique, et ainsi faire un jeu de ping-pong entre les deux. Donc un exemple simple, peut-être, ça va être l'algorithme de Grover, qui est l'algorithme un peu par défaut. C'est un des grands exemples historiques d'algorithme quantique, dont le but est de chercher un élément dans un tableau non trié, d'accord, qui, par simplicité, va être ici de taille 2 puissance n. Donc pour faire cet algorithme, on va avoir besoin de n qubits seulement. Le circuit ressemble à ça. On commence avec des zéros suivis tout de suite par des Hadamard. Et ensuite, on a une petite boucle dont on sait calculer la taille d'ailleurs, qui va être en gros de racine de 2 puissance n. Où on va faire appel à deux gros blocs. Le premier bloc, c'est un oracle. C'est ce qui me permet de faire la requête de est-ce que l'élément que je cherche, il est à tel indice dans le tableau, tout simplement. Alors ça, c'est une version quantique de l'oracle où, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la phase qui est associée à chaque élément. Donc si j'envoie quête X et qu'il se trouve que l'élément, il est bien... Alors, si l'élément n'est pas à l'indice X dans le tableau, je renvoie X sans modification. Si par contre, l'élément est bien à l'indice X dans le tableau, je vais simplement modifier l'amplitude, je vais multiplier sa phase par -1. Enfin, je vais ajouter pi à sa phase, donc je vais multiplier l'amplitude par -1. Alors sur un tout petit ensemble de qubits, disons n égale 3, on peut en fait plotter ici ce qui va se passer. Au début, on a tout qui est dans l'état 0. On a 0, 0, 0, ce qui correspond en écriture binaire à l'élément 0, tout simplement. Donc là, l'amplitude est complètement concentrée sur l'état 0. Quand on fait
la cascade d'Adamar ici. Ce qui va se passer, c'est qu'on va diffuser complètement l'amplitude sur tous les états classiques. De façon je ne vais pas dire équiprobable, parce que ce n'est pas encore des probabilités, mais c'est l'idée. Et ensuite, en faisant ensuite appel à l'oracle, ici, en fait, on peut, entre guillemets, appliquer l'oracle à tous les états classiques d'un coup. Ce qui fait que, en fait, il y a juste une amplitude qui va se retrouver multipliée par -1, c'est celle qu'on cherche. Le problème, c'est que là, donc, les amplitudes sont... Donc l'amplitude qu'on cherche, elle est opposée aux autres, mais étant donné que la probabilité, c'est le module de l'amplitude, en fait, là, pour l'instant, si je fais une mesure, je gagne rien du tout. La probabilité de trouver 4, elle est exactement la même que de trouver les autres. Donc en fait, il faut essayer de réussir à augmenter la probabilité de ce 4 d'arriver. Et donc c'est là qu'il y a le deuxième bloc qui apparaît, qui est D, je crois que c'est pour diffusion. En gros, c'est quelque chose qui va prendre le symétrique autour du barycentre de toutes les amplitudes. D'accord ? Donc toutes les amplitudes qui étaient positives, elles vont se retrouver un petit peu diminuées, et l'amplitude qui était négative, elle va se retrouver positive à nouveau, mais augmentée par rapport aux autres. Alors, on pourrait s'arrêter là et faire une mesure et avoir une probabilité plus grande de trouver le bon résultat que de trouver les autres. Mais en fait, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de continuer un certain nombre de fois pour augmenter et se rapprocher au maximum de la probabilité d'obtenir le bon résultat. Donc là, je crois que pour n égale 3, il n'y a que 2 passes. Il n'y a que 2 passes dans la boucle. Mais quand on augmente n, évidemment, il faut appliquer la boucle pi sur 4 fois racine de 2 puissance n fois. Et donc là, à la fin, on se retrouve avec, au moment de la mesure, quelque chose qui est très proche de 100%, mais qui n'est pas complètement 100%. Donc en fait, c'est là où, classiquement, il va falloir faire quelque chose. Donc là, on fait une mesure, on envoie le résultat à l'ordinateur classique, et là, l'ordinateur classique peut tester si le résultat est bon, tout simplement, et si c'est pas bon, bah, recommence. Et donc dans ce cas-là, on a en fait un algo qui est quadratiquement plus rapide que ce qu'on peut faire classiquement. Ce qui est assez étonnant, mais est très intéressant. Donc si on veut, c'est un problème ici qui est très général. Donc on peut imaginer l'utiliser pour faire de la recherche dans des grosses bases de données, ce genre de choses, donc avec des applications très, très concrètes. D'autres algorithmes avec des applications très concrètes, c'est l'algorithme de Shor dont je parlais au début. Donc cet algorithme lui permet de faire de la factorisation de nombre en nombre premier de façon très rapide, très efficace. J'avais dit exponentiellement plus rapide que classiquement. Le problème, c'est que ça casse 2 cryptosystèmes qui sont RSA et Diffie-Hellman. Alors RSA, ça casse quasiment directement, et Diffie-Hellman, il faut faire quelques modifications, mais en fait, on est tout proche avec l'algorithme de Shor de le faire. Et ça, c'est 2 cryptosystèmes qui sont vraiment partout. Dès qu'on fait des transactions sur Internet, on a souvent RSA, je crois. Diffie-Hellman se retrouve aussi partout. Donc ça, c'est un gros problème pour les années à venir, parce que si on arrive un jour à construire un ordinateur quantique suffisamment puissant, avec suffisamment de qubits et suffisamment peu d'erreurs, c'est un algorithme qu'on va pouvoir mettre en place, et on va pouvoir casser les cryptosystèmes qu'on utilise pour l'instant. Donc ça a évidemment encouragé les gens qui font de la crypto à regarder ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Donc c'est de la cryptographie classique, mais qui, a priori, sera résistante aux attaques quantiques. Ça, en fait, ça a ouvert, disons, un nouveau domaine de la recherche. Alors, donc c'est un exemple très intéressant, parce que c'est le premier, historiquement, qu'on connaît qui donne un avantage exponentiel. Mais en même temps, ce n'est pas forcément un algorithme qui est très utile, sauf si vous voulez casser les cryptosystèmes. Mais bon, moi, de mon côté, je me retrouve assez rarement à devoir factoriser un nombre à 2000 digits. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très utile, industriellement en tout cas.
Un exemple de cela, par contre, c'est les solveurs linéaires. Donc, je mentionnais au début, avec le premier étant HHL, l'algorithme HHL, qui a ensuite eu pas mal de dérivés. Donc, le problème, c'est de résoudre à x égale b. Je pense que vous connaissez tous. Alors, ça arrive, c'est un problème qui arrive avec l'algorithme arrive avec un assez grand nombre de conditions nécessaires. Notamment, il faut qu'on puisse implémenter A et B de façon efficace. Suivant l'algorithme qu'on choisit, il faut aussi qu'on ait des bonnes conditions sur justement le conditionnement de la matrice ou bien sur le fait qu'elle soit creuse, ce genre de choses. Et donc ça, c'est rien que pour les données du problème. Pour le résultat du problème lui-même, il y a aussi des obstacles ici à surmonter, puisque le résultat, lui, il est encodé sur le vecteur d'état de l'état quantique. Ce qui veut dire que si on veut obtenir de l'information dessus, il va falloir le mesurer et donc détruire une très grosse partie de l'état quantique. Donc ce n'est pas quelque chose qui va nous servir pour obtenir tout l'état, tout x. Par contre, si on veut certaines valeurs spécifiques de x, ça c'est quelque chose qu'on peut envisager. Et donc ça, évidemment, ça a des applications industrielles assez évidentes, ne serait-ce que pour faire des éléments finis, où on va se retrouver à devoir résoudre ce genre de problème pour des matrices à très grande dimension. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que je collabore activement avec certains membres de l'IRT qui sont ici. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit exemple de quelque chose qui a une vraie utilité industriellement. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a pas mal de monde s'est penché sur la question. Donc là, ce n'est pas des problèmes spécifiques, c'est juste un overview très rapide sur le fait que récemment, il y a eu beaucoup d'investissements qui a été fait dans le quantique. On peut voir ici sur le graphe, par exemple, en bas à gauche, que depuis 2015, il y a vraiment eu une explosion. Donc là, c'est dans l'investissement sur les startups quantiques. Très spécifiquement, en bas à droite, on peut voir quelques éléments du plan quantique international. Donc ça, c'est l'État qui a injecté 1,8 milliard d'euros sur 5 ans, ce que je vois, sur la recherche publique, privée, les startups, tout un tas d'acteurs de l'informatique quantique, pour essayer de ne pas être à la ramasse sur les autres États, parce que si un État, à un moment, réussit à développer l'ordinateur quantique, il va avoir un vrai pouvoir de levier. Voilà, donc c'est quelque chose qui a pas mal le vent en poupe, auquel on croit de plus en plus, à vrai dire, parce qu'au début de l'informatique quantique, on pensait que c'était qu'on n'arriverait jamais à créer un ordinateur quantique, un vrai ordinateur quantique utile. Et de plus en plus, quand même, on voit que ça se rapproche. J'avoue que je suis de moins en moins dubitatif moi-même. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut arriver de façon de plus en plus sûre dans les années qui arrivent, mais qui arrive aussi avec son lot de problèmes, et notamment pour l'ingénieur, disons, qui va devoir concevoir les algorithmes quantiques. Donc je donne comme exemple ici le théorème du no-cloning, qui est un problème, qui est le problème suivant en fait, qui est qu'on ne peut pas dupliquer l'information quantique. Dans le quantique, il y a quelque chose d'intrinsèquement linéaire qui fait qu'on ne peut pas la dupliquer. D'accord ? Alors vous pouvez essayer, hein, si vous cherchez une matrice U unitaire, telle que U psi est égal à psi tenseur psi, vous ne devriez pas trouver quelque chose qui marche. Donc ça rend, bon, comme je disais, l'information quantique impossible à copier. Ce qui, ne serait-ce que pour le débugage, est un peu problématique. D'accord ? Si j'interromps, si je veux regarder quel est l'état de mon système à un moment donné, je vais casser tout le reste de l'algorithme en fait. Parce que je vais devoir faire une mesure. Donc voilà, c'est ce que je dis ici. Si j'essaie de faire une mesure, je casse tout, donc je ne peux pas faire ça. En plus, les mesures, elles sont probabilistes, donc elles ne me donnent même pas une vision globale de ce qui se passe à un moment donné. Elles me donnent que
l'information fragmentaire, disons, de l'état. En plus de ça, si on veut appliquer un algorithme quantique sur les technologies actuelles ou même futures, ça risque d'être quelque chose d'assez coûteux. Donc on veut au maximum éviter les erreurs avant de le lancer sur un ordinateur quantique. Et même à ce niveau-là, si on a une erreur, est-ce que c'est un bug dans mon programme ou est-ce que c'est simplement le fait que c'est peut-être simplement le fait du hardware qui est pas assez robuste et qui a un bruit intrinsèque et qui du coup va générer des erreurs. Déjà, rien que réussir à déterminer si une erreur provient d'un bug dans le programme ou du bruit dans le hardware, c'est déjà quelque chose d'assez compliqué a priori. Alors on pourrait simuler nos algorithmes quantiques, mais ça c'est quelque chose qui est assez compliqué de par la nature exponentielle du vecteur d'état qu'on doit stocker classiquement si on veut faire de la simulation. Donc il y a certaines entreprises qui proposent quand même des solutions pour ça, notamment Atos propose un supercalculateur pour faire ce genre de choses, mais c'est assez vite limité. Même avec un supercalculateur, on est bloqué aux alentours de 40 qubits. On peut peut-être aller jusqu'à 50 vraiment grand max. Donc c'est assez, voilà, on est assez vite limité. Et donc ça nous indique que il faudrait, autant que faire se peut, essayer de régler les problèmes avant de l'envoyer au QPU, en faisant de l'analyse classique dessus, sur nos programmes. Donc c'est là que voilà, on passe à la vérification. Donc tout ce qui est méthode formelle pour le quantique. Donc la première partie, ça va être un overview assez large sur ce qui est fait. Et en troisième partie ici, ça va plus être ce que moi je fais, donc c'est un petit focus sur la vérification by default. Alors, on peut trouver, en fait, il y a tout un tas de techniques qui sont connues pour le classique et qu'on peut essayer de mettre en œuvre, on peut essayer d'adapter au cas quantique. Il y a plein de mots ici comme vérification de type, interprétation abstraite, langage de programmation, ce genre de choses. On va voir un peu plus dans les détails. Donc, une première chose qu'on peut faire, c'est définir des langages de programmation, des langages un peu jouets, parce que le but ici, c'est vraiment d'avoir un langage qui soit quand même non trivial, mais qui soit suffisamment minimal pour qu'on puisse l'analyser, dire des choses non triviales dessus. Et l'exemple par défaut de ce genre de langage, c'est le lambda calcul pour les chercheurs. Et donc là, ce qu'on a ici, c'est une version du lambda calcul qui rajoute un effet quantique. Simplement par le fait qu'on puisse multiplier les termes par une valeur complexe ou qu'on puisse les sommer. Voilà, donc on peut trouver ce genre de terme, quelque chose qui n'est pas forcément très facile à utiliser, évidemment, mais qui est dû au côté minimaliste du langage. Alors on peut rajouter des restrictions pour avoir vraiment les propriétés qu'on veut, donc par exemple le no-cloning, je parlais il y a quelques slides. Et on a un système de réécriture, donc en fait on a une bêta-réduction comme on pourrait avoir en lambda calcul. Et on peut doter ce langage d'une sémantique dans les espaces vectoriels. Donc en fait c'est une façon de comprendre le programme comme étant un opérateur sur les espaces vectoriels. Et évidemment, voilà. Après, il se pose des questions qu'on se pose habituellement avec un langage de programmation comme celui-là, qui va être, par exemple, la confluence du système. Donc le fait que, peu importe comment je réécris mon terme, il va toujours, à la fin, terminer sur quelque chose d'unique. Donc ça, c'est côté plus langage minimaliste pour avoir le minimum possible, mais avoir quand même des effets quantiques intéressants. De l'autre côté du spectre, on a les langages plus pratiques, dont l'exemple par défaut, et un peu par défaut, c'est Kuiper. Historiquement, en tout cas, c'est Kuiper. Qui, lui, est complètement inscrit en Haskell, donc complètement fonctionnel. Donc, il jouit de toute la syntaxe Haskell, donc c'est quelque chose d'assez puissant. Et l'évaluation, donc,
pour garder tout, pour garder le côté fonctionnel partout, on est obligé d'utiliser des monades un peu partout. Donc ça, si vous connaissez le concept de monade, sinon oubliez. Donc c'est quelque chose, comme c'est un langage qui est pratique, on peut mettre à l'échelle, on peut générer des familles de circuits, ce genre de choses, et on peut faire de l'ordre supérieur, donc on peut donner des morceaux de circuit comme éléments constitutifs d'un circuit plus haut. Ensuite, on a toujours un peu dans le domaine des langages de programmation, on a des langages un peu plus special purpose, qui vont plus viser donc qui vont être assez minimaux à nouveau, et qui vont viser à obtenir une propriété particulière. Donc là, la propriété qu'on veut, c'est pouvoir vérifier à tout moment si on a ce que j'appelle ici indépendance. Donc le fait que l'état en fait soit pas intriqué. Il y a deux morceaux non intriqués de l'état. Donc ce que appelle la pureté, mais c'est pas vraiment un très bon terme ici. Donc on peut générer un langage de programmation qui va faire ça. Et donc ils ont un système de type qui permet qui a la bonne propriété d'avoir type safety, je sais pas comment on dit en français, quelque chose qu'on veut quand on a un système de type. Et on peut faire dessus de la vérification déjà en amont, donc c'est la vérification statique avant compilation, pendant la compilation, et aussi runtime pendant l'exécution de l'algorithme, on peut faire quelques vérifications. Donc en fait, on va faire quelques mesures qui, si elles sont bien choisies, ne vont pas modifier l'état du système. Des cas vraiment particuliers. Ok, une autre approche, c'est de faire de l'interprétation abstraite. Donc là, l'idée, c'est donc essayer de calculer l'état du système à un moment donné. Très précisément, c'est quelque chose qui est très compliqué, donc, qui demande un nombre exponentiel de ressources. Mais peut-être qu'en surapproximant, on peut éviter d'avoir cette explosion exponentielle et dire des choses non triviales quand même. L'idée, c'est quand j'ai l'état de mon système à laquelle je veux donner une sémantique, que je veux pouvoir caractériser. Et au lieu de précisément calculer l'état du système, je vais calculer quelque chose d'un peu moins précis, mais qui va contenir le système lui-même. Et donc, si je veux tester, par exemple, si cet état-là, c'est l'état de mon système, s'il se retrouve en dehors de la surapproximation, on est sûr à 100% que ça, c'est pas l'état du système. Donc, ça donne quand même un peu d'informations, mais ça ne donne pas une information complète, évidemment. Si je veux savoir si cet état-là, c'est un état possible, s'il est à l'intérieur de la surapproximation, oui, c'est possible, mais on ne peut pas dire avec certitude que c'est l'état du système. D'accord ? Donc ça, c'est l'interprétation abstraite, il n'y a pas grand monde qui en a fait. Il y a donc Simon Perdry qui a, en 2008, essayé de donner un système pour vérifier justement la notion de séparabilité de la slide précédente. On a d'autres choses beaucoup plus récentes, 2021, avec l'idée ici de décomposer l'état en un ensemble d'états plus petits qui va quand même garder quelques bonnes propriétés de l'état global. Ou encore plus récemment, l'idée d'avoir des sommes d'états Clifford. Alors ça, je reste un tout petit peu dessus. Attends un tout petit peu dessus. Les états Clifford, c'est des états qui sont efficacement simulables classiquement. C'est un sous-ensemble du quantique qui se trouve être efficacement simulable. Et n'importe quel état peut se voir comme une somme d'états Clifford. D'accord ? Évidemment, le catch, c'est qu'on peut avoir un nombre exponentiel d'états dans cette somme. Et donc, leur idée, c'est de surapproximer les états Clifford qui vont être utilisés dans la somme. C'est un peu l'idée qui est utilisée. Je vois que je suis pas mal en retard, donc je vais avancer. Donc, on peut ici faire de la vérification déductive. Donc, quelque chose un peu à la logique de Hoare, où on va avoir des préconditions, post-conditions, et on va vérifier qu'à chaque commande du programme, on transforme bien l'état dans la précondition à l'état dans la post-condition. On peut avoir des calculs, des jugements qui ressemblent à ça. Donc il y a deux gros systèmes qui utilisent ce genre de vérification déductive. Il y a Squire qui utilise Coq.
comme assistant de preuve. Et il y a Kubrix qui est développé par le CEA sur le plateau et qui, lui, utilise Y3. Y3 qui est développé par le LMF, justement, par des collègues dans mon lab. Enfin, on en arrive à ce qui constitue le cœur de mon domaine, moi, c'est les calculs graphiques, les langages graphiques pour le calcul quantique, que je peux motiver de la façon suivante. On a deux circuits, A et B, et on veut savoir s'ils sont équivalents. Est-ce qu'ils représentent le même opérateur quantique? D'accord? Donc ça, c'est décidable déjà, c'est pas mal. Donc ça veut dire que on peut dire avec certitude que oui ou non, A et B représentent le même opérateur, il suffit de calculer les matrices. Sauf que calculer les matrices, évidemment, c'est très compliqué, parce que les matrices, si on veut les calculer, sont de taille exponentielle. Du coup, c'est dur, on est même capable de dire à quel point c'est dur. C'est-à-dire que c'est QMA dur. Si vous faites un peu de complexité, c'est le pendant quantique de NP dur, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est très dur. Mais si vous n'avez pas de jargon, c'est quelque chose qui est très dur. Alors il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est par exemple, étant donné que A et B sont unitaires, on peut ramener le problème à tester si A, B dagger, c'est l'identité. Bon, ça simplifie un tout petit peu le problème, mais c'est pas anodin. Et une chose qu'on peut faire pour attaquer le problème, c'est essayer d'exploiter la redondance dans la matrice. D'accord. En général, les matrices qu'on va obtenir à partir d'un circuit donné, ça ne va pas non plus être des matrices complètement aléatoires. Il va y avoir une certaine structure à l'intérieur, et si on arrive à l'exploiter, on va pouvoir trouver une structure de données qui va être beaucoup plus compacte que la matrice globale si on la calcule. Donc c'est un peu l'idée des diagrammes de décision. Et la deuxième idée, c'est de raisonner graphiquement et avec une théorie équationnelle. Donc là, je ressors mes circuits quantiques, l'idée d'avoir des fils et des boîtes entre les fils, et d'avoir des égalités même entre des morceaux de code. Donc là, je vais passer assez rapidement. Donc le ZX, c'est un de ces systèmes qui est généré par donc cette spider verte ici, qui a un nombre arbitraire d'entrée et de sortie, qui représente cette matrice-là. Mais l'idée, ça va être d'oublier les matrices, donc vous n'êtes pas obligé de la regarder en détail. On a la porte d'Adamar, qu'on représente avec un carré jaune ici. Celle-ci, elle nous permet de définir une autre spider à changement de base près, simplement en appliquant la porte d'Adamar sur toutes les pattes. Et on a à nouveau les fils, le swap, et on a deux générateurs un peu plus particuliers qui sont le cup et le cap. On représente comme ça. Donc ces générateurs, je les ai remis ici. Et ces générateurs, on peut ensuite les composer de deux façons différentes, de la même façon que pour les circuits en fait. Soit en séquence, en pluguant les sorties d'un diagramme aux entrées d'un autre, soit de façon spatiale, tensorielle, en les mettant côte à côte. Et ensuite, ces diagrammes, on peut leur donner une interprétation dans les matrices à coefficients complexes avec ce qu'on appelle l'interprétation standard, qui prend n'importe quel diagramme du ZX et le traduit en matrice. Pour le petit exemple, si j'ai ces 4 morceaux de diagramme, là, ce que je peux faire, c'est composer les deux du haut spatialement et les deux du bas spatialement. Donc j'obtiens ces 2 morceaux de diagramme un peu plus gros. Je peux ensuite composer séquentiellement, cette fois-ci, parce qu'ils ont le bon nombre d'entrées et de sorties respectivement. Et donc ça revient simplement à avoir ce diagramme. D'accord. Si je veux maintenant calculer ce que fait ce diagramme, il me suffit de redécomposer le diagramme en ses plus petits constituants dont il provient. Et si maintenant je prends les matrices de la slide précédente et que je les mets à la place des petits constituants ici, je peux faire le calcul et voir que ça, en fait, ça représente cette matrice-là. Et pas n'importe quelle matrice, c'est la matrice C-Note. C'est une matrice qu'on trouve, c'est un opérateur qu'on trouve très très fréquemment dans les circuits quantiques. Donc en fait, les circuits de façon même plus générale, n'importe quel circuit, on peut le traduire en diagramme ZX. Donc en fait, les diagrammes ZX, c'est un peu un niveau d'abstraction en plus par rapport aux circuits. Tous les circuits, on peut les représenter en ZX, mais en fait, on peut représenter plus que ça. On peut représenter en fait n'importe quelle application linéaire.
tant que c'est sur des espaces qui sont de dimension et puissance 2. Pour petit exemple, si je veux une matrice C2 vers C2, je peux toujours la représenter de la façon suivante. Celle-ci, elle vient avec une théorie équationnelle, donc c'est en fait un ensemble d'équations sur les diagrammes qui préservent la sémantique, qui préservent la matrice qui est représentée. Donc, on a tout un ensemble d'équations qui essentiellement nous disent que on peut tordre le diagramme dans tous les sens. D'accord. Tout ce que ça dit, c'est le fait que nos diagrammes, on peut vraiment les voir comme des graphes et ne plus s'embêter avec l'ordre dans lequel on applique les choses. Simplement, on a le droit de réécrire notre diagramme comme on veut, simplement en le déformant. Ça ne change pas du tout sa sémantique. C'est pas tout, évidemment, ce n'est pas tout ce qu'on peut faire. On peut rajouter des axiomes par-dessus encore. Donc voici un petit ensemble qui est assez minimal et dont on peut prouver d'ailleurs qu'il est complet. Donc là, ça veut dire qu'en fait, on capture la théorie quantique, mais en fait, on la capture complètement. C'est-à-dire que tout ce qui est sémantiquement vrai, donc si tout ce qui est sémantiquement vrai est dérivable graphiquement, autrement dit, à tout moment, si j'ai deux diagrammes qui ont la même interprétation, ces deux diagrammes, il y a une façon de transformer l'un en l'autre. D'accord. Donc en fait, on ne rate rien avec ces actions. On a tout ce qu'il faut. Voilà, donc là, je pense que je peux passer sur les applications de ce genre de système, c'est alors déjà la vérification, c'est ce dont je parle depuis le début, donc c'est évident que ça va être là. On peut voir ici l'exemple du protocole de téléportation quantique que j'avais présenté très rapidement au début, et dont on peut vérifier qu'en fait, ça fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il y a bien l'information qui est transmise de la gauche vers la droite. Donc là, il y a tout un état de l'art qui a été fait, qui a été de retrouver des choses qui étaient connues, mais en utilisant les diagrammes ZX. On peut faire d'autres choses avec les diagrammes ZX, on peut unifier différents modèles de calcul quantique. Donc j'ai beaucoup parlé des circuits quantiques, mais ce n'est pas le seul en fait. Il y a les calculs par mesure, qui est l'exemple du haut. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça fait, mais voilà, l'idée est là. Et on peut aussi donner l'exemple des codes surfaciques. À nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des choses qu'on peut représenter en DX. Et en plus, on peut passer de l'un à l'autre grâce aux transformations de diagrammes. Une autre application, non des moindres, c'est l'optimisation. Donc en général, on va vraiment avoir un circuit quantique à implémenter sur un QPU. Et comme les ressources sont coûteuses et qu'en plus les circuits, les hardware quantiques qu'on a pour l'instant sont très bruités, on veut réduire au maximum le temps d'exécution. Parce que plus l'algorithme est long et plus le bruit va s'accumuler. D'accord. Donc on va vraiment, là il y a vraiment un problème d'optimisation qui est très important. Et une des applications du ZX, c'est de faire ça, c'est de faire de l'optimisation de circuits quantiques. On prend un circuit quantique, on traduit en diagramme ZX, on utilise nos règles de transformation pour réduire au maximum la taille du diagramme, et ensuite on réextrait un circuit. Et ça, c'est un des state of the art, un des meilleurs optimisateurs actuels qui utilisent le ZX. Et un petit dernier exemple, c'est l'émulation, qui se base d'ailleurs sur la stratégie d'optimisation dont je parle ici, où là l'idée c'est vraiment c'est de faire de l'émulation. Donc on veut classiquement simuler ce qui se passe dans un ordinateur quantique, mais on va le faire d'une façon un peu plus intelligente en calculant le vecteur d'état. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le fait qu'il y a des états qui sont efficacement simulables, qui sont les états Clifford que j'avais mentionné à un moment. Et tout ça jumelé avec la stratégie d'optimisation qui est ici. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser au maximum notre état. Au bout d'un moment, on ne pourra plus, parce qu'on a quelque chose qui est intrinsèquement quantique, on ne va pas pouvoir simuler efficacement. Mais à ce moment-là, au lieu de s'avouer vaincu, on va faire une décomposition. On va décomposer les morceaux non efficacement simulables de notre diagramme en une somme de morceaux efficacement simulables. Et ensuite, sur chacun des diagrammes qu'on obtient, on va réappliquer la même boucle, on va optimiser les diagrammes et redécomposer le diagramme en somme
de diagrammes efficacement simulables, et ce jusqu'à ce qu'on ait fini, en fait, jusqu'à ce que tout ne soit plus que diagramme efficacement simulable. Donc ça nous donne un algorithme qui est, alors, en général, qui va être exponentiel dans le nombre d'éléments non Clifford, donc non efficacement simulables, mais qui va être polynomial en nombre de qubits. Donc là, c'est vraiment la ressource coûteuse, c'est vraiment les éléments non Clifford, les éléments non classiquement simulables. Et donc rien qu'avec ça, en fait, on peut faire de l'émulation non triviale. On peut émuler des circuits à 50 qubits avec 1400 portes T, donc les portes T, c'est portes non Clifford justement. Le tout en moins de 6 minutes sur une machine bête comme celle-ci. Pas besoin de supercalculateur ici. Je crois que d'ailleurs, dans l'exemple qui est ici, il n'y avait même pas de parallélisation. C'était vraiment quelque chose de direct. Voilà, j'arrive à 15 h, voilà, je conclue. Donc pour conclure, donc en quantique, on a des effets probabilistes quantiques qui sont très durs à contrôler classiquement et qui rendent les techniques de débugage classiques un peu compliquées. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de faire appel aux méthodes formelles pour essayer de résoudre ça, de résoudre le problème, de l'analyser avant de l'envoyer sur un QPU. Donc les nouvelles techniques, on peut utiliser des techniques habituelles classiques pour le quantique. Évidemment, il faut adapter ça, c'est pas trivial. Mais de façon intéressante, c'est quand même faisable. D'accord, c'est quand même pas quelque chose qui était évident à la base, mais on peut quand même faire des choses non triviales classiquement et vérifier des programmes quantiques. Vous pouvez avoir un peu plus d'informations si vous voulez dans ce livre ici qui est coécrit avec certains de mes co-auteurs, avec mes collègues. Et voilà, j'aurais fini avec ma présentation. J'ai un peu dépassé le temps. Merci Renaud. On passe rapidement aux questions, en salle ou en ligne. Donc si vous avez des questions, allez-y. J'ai une petite question. Ce qui est intéressant, c'est les règles effectivement qui permettent d'optimiser en fait les écrits quantiques. Une fois qu'on a les écrits très compliqués et on arrive en fait à optimiser les écrits, est-ce qu'on peut revenir en fait vers le circuit facilement ou... Bonne question, ouais. En fait, le problème ici, c'est que donc les diagrammes ZX représentent plus que les circuits. D'accord, on n'a même pas la contrainte d'unitarité, en fait. Ce qui veut dire que quand on part d'un circuit quantique et qu'on traduit en ZX, là, il se trouve qu'on va avoir un unitaire par construction, parce qu'on part d'un circuit. Mais quand on va appliquer nos transformations, localement, on va perdre l'unitarité, localement. Mais globalement, on va la préserver, évidemment. Et donc, ça peut poser problème au moment où on veut réextraire un circuit à partir du diagramme. Et alors, à ce moment-là, donc en fait, il y a pas mal de recherches sur le sujet, sur comment caractériser l'unitarité, en fait, tout simplement, des diagrammes. Donc, on a quelques outils qui s'appellent les flots de causalité ou des choses assimilées, qui sont des propriétés que peuvent ou ne peuvent pas avoir certains diagrammes. Et il se trouve que si le diagramme a un flot, ça veut dire qu'il est unitaire et ça veut dire qu'on sait comment réextraire un circuit à partir de lui. Donc en fait, quand on fait de l'optimisation ici, on ne fait pas de l'optimisation à la bourrin. On n'utilise pas les règles de transformation bêtement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les appliquer seulement lorsque le flow est préservé. Comme ça, on est sûr qu'à la fin, on a un diagramme avec un flow duquel on peut ressortir un circuit. D'autres questions? Donc en ligne, si vous voulez poser la question, vous pouvez lever la main pour... J'en profite du coup pour en poser une. Donc en ce moment, c'est quoi les sujets auxquels vous vous intéressez donc en priorité?
Il y a pas mal de sujets. Donc, je mentionnais un sujet que tu connais bien, donc ça va être ce qu'on fait avec IRT, donc sur les solveurs linéaires. Donc là, qui va être pour l'instant beaucoup des problèmes de comment est-ce qu'on génère le circuit quantique qui va nous permettre de résoudre le problème. Parce qu'en fait, HHL et ses successeurs, c'est beaucoup de sous-routines. Il y a pas mal de choses qui sont prises pour acquises, mais qu'il faut quand même implémenter si on veut faire l'implémentation. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on est en train de regarder. Sur les langages graphiques, on est pas mal en train de se tourner pour l'instant, en ce moment, vers les langages graphiques pour les dimensions infinies. Donc on est déjà allé aux dimensions supérieures, donc toutes les dimensions finies en fait, où là les fils sont pas seulement des états sur des états à 2 dimensions, pas des espaces à 2 dimensions, mais ça peut être des espaces à dimension finie quelconque, mais toujours finie. Et de façon, voilà, l'étape d'après, c'est la dimension infinie, et là, ça pose beaucoup de problèmes. C'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est plus sur ce que je fais moi. Après, dans l'équipe, on a pas mal de monde qui travaille sur la sémantique des programmes. Utiliser des catégories pour donner une sémantique au programme, par exemple. Définir des langages de programmation quantique. Donc, Benoît Vailleron, c'est un des experts là-dessus, c'est un des développeurs de Kuiper, notamment. Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses pour regarder. Très bien, merci. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci encore une. On a une question. Une question sur ce calcul. Selon la théorème de complétesse, j'imagine qu'à la fin, on arrive à une solution unique. C'est-à-dire que pour un système, il y aura une solution finale. Mais d'accord, ma question est que, par exemple, pendant ce procès de simplification, est-ce qu'on peut ajouter des contraintes? Par exemple, disons qu'on voulait créer ou simplifier un circuit avec ce composant. Donc, en effet, il y a les gens qui utilisent le ZX pour faire ce qu'on appelle du routage. Donc là, l'idée, c'est que le circuit quantique, il est donné dans un cadre un peu idéal où on a le droit de faire des portes quantiques entre n'importe quelle paire de qubits, par exemple. Sauf que dans le hardware, ce qui va se passer, c'est que si j'ai 2 qubits qui sont très éloignés dans la puce, on ne va pas pouvoir les faire interagir directement, ils vont pouvoir passer par les autres, par adjacence en fait. Et donc ce qu'on peut faire en effet, c'est utiliser le ZX pour en gros traduire nos circuits quantiques, avoir ici quelque chose qui est vraiment très malléable et sur lequel on va pouvoir ensuite imposer des contraintes. Et oui, en effet, il y a quelques recherches qui sont faites là-dessus. Très bien. Bon, merci beaucoup, Renaud. Je te laisse la main, Lilia, si tu veux dire quelque chose avant d'arrêter ce séminaire. C'est un séminaire très intéressant. On a une recherche de cela. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ça serait une dernière question. En fait, cette excalculée, est-ce qu'il y a un logiciel? Pardon? Est-ce qu'il y a un logiciel qui le fait? Le logiciel par défaut, ce serait PyZX, PyZX. Donc c'est une implémentation des règles de réécriture, des stratégies de réécriture du ZX en Python. Et est-ce que j'ai encore la main sur ça? Ouais. Ce dont j'ai parlé ici, c'est quelque chose qu'on a fait en Rust. Donc on a en fait pris les morceaux de PyZX qui nous intéressaient pour le problème là, et on les a réimplémentés en Rust. Enfin, je dis on, c'est surtout mes 2 co-auteurs. J'ai fait genre peut-être 20 lignes de code dans tout ça.
Mais là, donc voilà, c'est un portage de PhysX en Rust, donc pour avoir beaucoup plus de peps, parce que là, c'est de l'émulation, donc on va être sur des temps assez longs de calcul. Donc si on fait ça en Python, ça va être très long. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a refait en Rust. C'est les deux gros systèmes, les deux gros softwares qui existent pour manipuler du ZXO. Il y en avait un autre qui s'appelait Quantomatic, mais qui n'est plus maintenu. On peut toujours l'utiliser, je pense, mais bon, il évolue plus depuis plusieurs années. Si. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.